Je préparais le dîner quand un policier a frappé. Madame, votre mari a été tué à une heure impossible. Non, il dort là-haut. Le policier semblait perdu. Je l'ai guidé jusqu'à notre chambre et là, il a sorti son arme. Madame, dit-il, éloignez-vous. Cet homme n'est pas. Je m'appelle Élodie Dubois et j'ai 42 ans. Je préparais le dîner quand la police a frappé à ma porte. Un agent m'a regardé avec des yeux pleins de pitié et m'a dit, « Madame, votre mari a été tué dans un accident il y a une heure. » Impossible, ai-je répondu, il dort là-haut. Je les ai conduits à notre chambre, mais quand l'agent a tiré la couverture, il a sorti son arme. Il a crié, « Éloignez-vous. Cet homme n'est pas. Ce n'était pas mon mari. C'était un mannequin. » Et au même moment, à 30 mètres sous leurs pieds, mon véritable mari se réveillait dans la prison que j'avais construite pour lui. Avant d'entrer dans les détails de cette histoire de trahison, de mensonge et de vengeance, j'aimerais prendre un instant pour me connecter avec vous. Je suis curieuse de savoir jusqu'où mon histoire voyage. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment, et quelle heure il est chez vous. C'est toujours incroyable de voir notre communauté s'étendre aux quatre coins du monde. Ce soir-là, la normalité était un masque que je portais avec une aisance effrayante. Dans la cuisine de notre villa, perchée sur la colline de Fourvière avec une vue imprenable sur Lyon, l'air embaumait le romarin et le beurre à l'ail. Un gigot d'agneau, le plat préféré d'Antoine, dorait lentement dans le four. C'était un soir de semaine ordinaire, ou du moins, c'est ce que n'importe qui aurait cru. Dehors, une pluie fine et persistante tambourinait contre les immenses baies vitrées, créant une atmosphère feutrée, presque intime. Chaque geste que je faisais était mesuré, calme. Je coupais les légumes avec une précision chirurgicale, mes pensées aussi aiguisées que la lame de mon couteau. J'étais au bord d'un précipice, mais mon visage ne reflétait qu'une sérénité domestique. Puis, la sonnette a retenti. Un son strident, une déchirure dans le silence confortable de ma soirée. J'ai senti une décharge électrique me parcourir. C'était le moment. Le début du spectacle. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier coûteux et j'ai marché d'un pas lent vers la porte d'entrée. En ouvrant, le vent humide s'est engouffré dans le hall, me faisant frissonner. Mais le vrai froid venait des deux silhouettes qui se tenaient sur mon perron. Deux policiers. L'un, la cinquantaine, portait la fatigue du monde sur ses épaules. L'autre, beaucoup plus jeune, avait un visage tendu, encore mal à l'aise avec le rôle de messager du malheur. « Madame Dubois » a demandé l'officier plus âgé, le capitaine Mercier. Sa voix était grave, empreinte d'une compassion professionnelle. J'ai hoché la tête, mon cœur commençant à battre un rythme lourd et puissant dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline pure. Je crains d'avoir une terrible nouvelle à vous annoncer. Il a marqué une pause, choisissant ces mots. Votre mari, Monsieur Antoine Dubois, a été victime d'un accident de la route fatal sur la 450. Cela s'est produit il y a environ une heure. Nous sommes sincèrement désolés. Les mots flottaient dans l'air. J'étais censé m'effondrer, hurler, pleurer. Au lieu de cela, une image fugace a traversé mon esprit, le visage de mon père, le jour où il est parti, il y a 22 ans, me laissant avec ma mère et un abîme de dettes. Une promesse silencieuse que je m'étais faite ce jour-là a refait surface. Plus jamais. Plus jamais je ne serai la victime. Plus jamais on ne m'abandonnera. J'ai canalisé cette vieille douleur, cette rage ancienne, et je l'ai transformée en une performance digne d'un Oscar. Ma main a volé à ma bouche, mes yeux se sont écarquillés, mon souffle s'est coupé dans un hoquet de pure incrédulité. Non. Ai-je articulé, ma voix se brisant parfaitement. Non. C'est impossible. Vous devez faire erreur. Il est à l'étage, ai-je enchaîné, le désespoir fin montant dans ma voix. Il avait une terrible migraine. Il est monté se reposer il y a une heure à peine. Venez, s'il vous plaît, venez voir. Les deux policiers ont échangé un regard perplexe. Ils avaient l'habitude des dénis, mais le mien était si spécifique, si certain. J'ai pivoté sur mes talons et je les ai entraînés à ma suite, sans leur laisser le temps de réfléchir. Mes talons au claquet sur le sol en marbre, un écho sinistre à la tempête qui se préparait.
La porte de notre chambre était entr'ouverte, laissant filtrer une faible lueur. On pouvait distinctement voir la forme d'un homme endormi sous la couette en satin. Vous voyez, ai-je chuchoté, un rire hystérique menaçant de s'échapper. Il est là. Il dort. Mais le capitaine Mercier était un vieux routier. Son instinct lui disait que la scène était fausse. Il s'est approché du lit, a contourné mon regard suppliant, et d'un geste rapide, il a arraché la couette. Le silence qui a suivi fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Le jeune policier a suffoqué un juron. Sur le lit, parfaitement installé, se trouvait un mannequin de vitrine, vêtu du pyjama en soie préféré d'Antoine, une perruque de cheveux bruns savamment arrangée sur l'oreiller. Le capitaine Mercier a réagi en une fraction de seconde. Sa main s'est posée sur la crosse de son arme, et il l'a sortie. Son visage n'exprimait plus la pitié, mais une dure suspicion. Madame Dubois. Où est votre mari? Je me suis laissé tomber sur le sol, secoué par des sanglots incontrôlables, un spectacle de désolation. Je ne sais pas. Il était là, je vous le jure. Quelqu'un l'a pris. Au secours. Alors qu'il me relevait, me parlant de m'emmener au poste pour une déposition formelle, mes yeux ont croisé l'objectif minuscule de la caméra de sécurité que j'avais fait installer dans le couloir. Juste une seconde. Le temps d'esquisser un imperceptible sourire en coin. Un salut privé, un message silencieux pour le seul spectateur qui comptait vraiment. Celui qui, en ce moment même, regardait sa propre tragédie se dérouler sur l'écran de sa prison dorée. La pièce venait de commencer. Pour que vous compreniez la nature de la justice que j'étais sur le point de rendre, il faut que je vous parle de la blessure originelle. Celle qui ne s'est jamais vraiment refermée. J'avais 20 ans, j'étais en 2e année d'école d'art, pleine de rêves et d'insouciance. Et puis un soir, mon père est rentré à la maison, il a fait 2 valises, et il est parti. Il n'a pas crié, il n'y a pas eu de dispute. Juste un silence assourdissant et une phrase lâchée sans même nous regarder, ma mère et moi, je ne peux plus continuer comme ça. Il est parti rejoindre une femme plus jeune, laissant derrière lui 25 ans de mariage et une montagne de dettes qu'il avait secrètement accumulées. Cette nuit-là, j'ai vu ma mère s'effondrer, se transformer en une ombre. J'ai compris que l'amour était une illusion et que la seule chose réelle, la seule chose sur laquelle on pouvait compter, c'était le pouvoir. Le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de ne dépendre de personne. J'ai abandonné mes pinceaux, je me suis inscrite en école de commerce, et je me suis juré que plus jamais, personne ne me mettrait dans une position de faiblesse. J'ai bâti mon empire, Dubois Cosmétiques, à la sueur de mon front. Les premières années, mon appartement était aussi mon bureau et mon entrepôt. Je mangeais des pâtes à tous les repas et mon seul luxe était un café crème le dimanche matin. Mais j'avais la rage. La rage de réussir, la rage de prouver à ce père absent et au monde entier qu'Élodie Dubois n'était pas une victime. Et j'ai réussi. À 30 ans, j'étais à la tête d'une entreprise qui valait plusieurs millions. C'est à ce moment-là qu'Antoine est entré dans ma vie. Il était tout ce que je n'étais pas, décontracté, charmant, sociable. Il semblait fasciné par ma détermination, il m'écoutait parler de mes projets pendant des heures. J'ai baissé ma garde. J'ai cru, bêtement, que je pouvais tout avoir, l'empire et l'amour. Le début a été idyllique. Nous nous sommes mariés, nous avons eu Chloé, notre soleil. J'ai continué à travailler sans relâche, mais maintenant, c'était pour nous, pour notre avenir. Mais petit à petit, l'admiration d'Antoine s'est muée en une forme de jalousie passive. Il avait arrêté de travailler pour s'occuper de Chloé, une décision que nous avions prise ensemble, mais qu'il me reprochait en silence. Lors de dîners mondains, quand on me félicitait pour un nouveau contrat, je voyais son sourire se crisper. Il était devenu, Monsieur Dubois, l'époux de la grande patronne. Et son ego d'homme ne le supportait pas. Il a commencé à me faire des reproches. Tu es encore en retard, ce voyage au Japon est vraiment nécessaire, tu penses plus à tes actionnaires qu'à ta propre famille. Chaque phrase était une petite pique, un poison lent qui s'infiltrait dans notre quotidien. Puis Luc Fontaine est devenu son confident. Luc, mon associé, l'homme que j'avais sorti de l'anonymat. Je les voyais souvent chuchoter, rire ensemble. Je mettais ça sur le compte d'une amitié masculine. Quel idiote! La vérité était bien plus sordide.
Les signes étaient là, mais je refusais de les voir. Les dépenses inexplicables sur sa carte de crédit. Les week-ends de golf avec Luc d'où il revenait sans la moindre trace de bronzage. Et ce parfum, un parfum d'homme qui n'était pas le sien, qui flottait parfois sur ses vêtements. La confirmation est venue un soir où je suis rentrée plus tôt d'un voyage. La maison était silencieuse. J'ai entendu des voix provenant du bureau. C'était Antoine, au téléphone avec Luc. J'ai collé mon oreille à la porte. Le ton était léger, moqueur. Et puis j'ai entendu la phrase. La phrase qui a fait basculer mon monde. Antoine a ri, un rire gras que je ne lui connaissais pas. T'inquiète pas, pour le transfert, ça va passer. Elle ne vérifie jamais les comptes familiaux. Elle est trop occupée à jouer les reines de l'univers. La vieille vache est bientôt prête à être traite, mon ami. On va la plumer jusqu'au dernier centime. La vieille vache. Pas seulement une trahison amoureuse. Pas seulement une trahison financière. Une humiliation totale. Une négation de tout ce que j'étais, de tout ce que j'avais construit. J'ai reculé, le souffle coupé, et je me suis réfugiée dans le jardin. Sous la pluie fine, je n'ai pas pleuré. La douleur était si intense qu'elle s'est transformée en une rage froide, lucide. La femme amoureuse est morte cette nuit-là. L'architecte de la vengeance est né. Je vous le demande, si l'homme que vous aimiez, le père de votre enfant, vous avait décrite de cette manière, qu'auriez-vous ressenti? Quelle aurait été votre première pensée? La tristesse? La colère? Le désir de vengeance? Partagez vos pensées dans les commentaires. Savoir que d'autres peuvent comprendre cette blessure est important. Cette nuit-là, assise sur un banc trempé, j'ai pris ma décision. Le divorce était une porte de sortie trop facile pour eux. Ils voulaient me plumer? J'allais leur arracher la peau. Ils voulaient me voir détruite? J'allais les rayer de la surface de la terre. Le premier appel que j'ai passé n'était pas pour un avocat. C'était pour mon frère. Julien, j'ai besoin de toi. La guerre est déclarée. Julien est arrivé le lendemain matin, le visage grave. Il m'a trouvé dans mon bureau, les yeux cernés mais brillants d'une détermination nouvelle. Il n'a pas eu besoin de longs discours. Il a vu le dossier que j'avais commencé à assembler durant la nuit, les quelques relevés bancaires suspects que j'avais déjà trouvés. Il a simplement posé sa main sur mon épaule. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon frère est la seule personne au monde en qui j'ai une confiance aveugle. Il est discret, efficace, et il a des contacts dans des milieux où l'argent peut acheter des informations que la police mettrait des mois à obtenir. Je veux que tu saches tout, ai-je dit. Je veux leur vie privée, leurs conversations, leurs comptes secrets. Je veux connaître leur plan avant même qu'ils ne le mettent à exécution. Je veux être Dieu. Les informations qu'il m'a rapportées au fil des semaines suivantes ont dépassé mes pires cauchemars. Il avait engagé un détective privé, un ancien de la DGSE, qui a placé des micros dans la voiture de Luc et a piraté leur téléphone. J'ai passé des nuits entières à écouter leurs conversations, à lire leurs messages. J'entendais mon mari et mon associé planifier ma ruine en des termes crus, méprisants. Ils parlaient de mon argent, de mes biens, comme s'ils leur appartenaient déjà. Le pire, c'était d'entendre Antoine se plaindre de moi, me décrivant comme une femme froide, obsédée par le travail, incapable d'aimer. C'était lui, le traître, qui me faisait passer pour le monstre. Puis le détective a mis la main sur le plan final. Le document était intitulé « Projet Phénix ». La poésie de l'horreur. Ils allaient simuler la mort d'Antoine, toucher l'assurance vie, et pendant que je serais anéanti par le chagrin, Luc, en tant qu'associé, utiliserait ses pouvoirs pour siphonner l'entreprise vers leurs sociétés écrans. En 6 mois, il ne me resterait rien. Ils disparaîtraient ensuite pour vivre leur amour et ma fortune sous les tropiques. Julien était livide. On va tout donner à la police, Élodie. C'est de l'escroquerie en bande organisée, tentative de fraude à l'assurance. Ils sont finis. J'ai secoué la tête. Non. La police, c'est leur faire trop d'honneur. Leur plan est bon. Il est même brillant. Tellement brillant que je vais le garder. Je vais simplement en changer les acteurs principaux. Julien m'a regardé comme si j'étais folle. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire que leur projet Phénix va bien avoir lieu. Un homme va mourir. Une veuve va pleurer. Des millions seront en jeu. Sauf qu'à la fin, ce ne sont pas eux qui renaîtront de leurs cendres. C'est là que j'ai commencé mon travail d'architecte. J'ai étudié chaque détail de leur plan et je l'ai retourné contre eux. Ils avaient engagé un petit truand, un certain Tommy, pour maquiller la scène de l'accident? Julien l'a contacté. Nous lui avons offert le triple de sa paie, plus une prime pour sa discrétion. Il n'a pas hésité une seconde. Tommy est devenu mon premier pion. Ensuite, le décor. J'ai annoncé à Antoine que je voulais enfin réaliser mon rêve d'avoir une vraie cave à vin professionnelle. J'ai fait venir une entreprise spécialisée dans les constructions de haute sécurité, prétendument pour garantir une température et une hygrométrie parfaite. En réalité, ils ont construit une chambre forte de 10 mètres carrés au sous-sol. Insonorisée, ventilée, avec des toilettes, une douche, et une seule porte en acier de 15 cm d'épaisseur qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Un jour, Chloé, curieuse, est descendue voir les travaux. « Waouh, maman, c'est une vraie forteresse. Tu as peur qu'on te vole ton vin ?» J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai souri pour masquer ma nervosité. C'est un investissement, ma chérie. Il faut le protéger. Ce mensonge, murmuré à ma propre fille, avait un goût de cendre. La dernière pièce du puzzle était le corps. Il comptait utiliser un mannequin lesté. C'était amateur. J'ai activé un vieux contact, un médecin légiste à qui j'avais rendu un énorme service des années auparavant. Il m'a fourni ce dont j'avais besoin, le corps d'un inconnu, non réclamé, aux mensurations proches de celles d'Antoine. Un corps qui ne résisterait pas à une identification visuelle après un accident violent, mais dont l'ADN, si jamais on y regardait de plus près, ne correspondrait évidemment pas. C'était un risque, mais un risque calculé. D'ici à ce que des doutes émergent, le jeu serait déjà terminé. Tout était prêt. Chaque détail, chaque timing, chaque mensonge. Antoine et Luc pensaient écrire une tragédie dont j'étais l'héroïne malheureuse. Ils ne savaient pas qu'ils n'étaient que des acteurs dans une pièce bien plus sombre, une pièce que j'avais écrite et mise en scène, et dont le dernier acte serait leur anéantissement. Le matin du jour fatidique, une tension presque électrique flottait dans l'air. Antoine était d'une gaieté exubérante, insupportable. Il a préparé le petit déjeuner pour Chloé, lui promettant une surprise pour le week-end, sachant pertinemment qu'il ne serait jamais là. Il jouait le rôle du père parfait une dernière fois. En partant, il s'est tourné vers moi, un sourire en coin. « Ne travaille pas trop tard, chérie. » Il m'a embrassé, un baiser qui avait le goût du mensonge. C'était la dernière fois qu'il me touchait en tant qu'homme libre. J'ai regardé sa voiture de sport disparaître au bout de l'allée, et je n'ai ressenti aucune tristesse. Juste le calme froid d'un prédateur qui attend que sa proie entre dans le piège. J'avais passé les dernières 48 heures à répéter mon rôle, à visualiser chaque seconde de la soirée à venir. J'avais synchronisé ma montre avec celle de Tommy. À 15 heures, Antoine quitterait son faux rendez-vous d'affaires. À 15h30, sur une route de campagne déserte, Tommy, dans une vieille camionnette, simulerait une panne juste devant lui. Le scénario s'est déroulé exactement comme prévu. Tommy m'a raconté les détails plus tard, avec une admiration professionnelle. Antoine, impatient et arrogant, est sorti de sa voiture en pestant. « Vous ne pouvez pas vous ranger sur le côté ?» Tommy a joué l'idiot. « Désolé, monsieur, j'y connais rien en mécanique. » Pendant qu'Antoine se penchait sur le capot de la camionnette, Tommy lui a administré une injection dans le cou. Un anesthésiant puissant. Antoine s'est effondré sans un bruit. Tommy l'a chargé à l'arrière de sa camionnette, l'a attaché solidement, puis a pris le volant de la voiture de sport. Il a conduit jusqu'au virage isolé qu'ils avaient repéré, a attaché la ceinture de sécurité du corps que je lui avais fourni sur le siège passager, a enclenché une vitesse, bloqué l'accélérateur et a sauté du véhicule juste avant qu'il ne percute un énorme platane à pleine vitesse. L'impact a été terrible. La voiture s'est littéralement enroulée autour de l'arbre. Le projet Phénix était lancé. À 17h, j'ai reçu le simple message « Livraison en cours ». Antoine, toujours inconscient, était en route vers sa nouvelle maison. 1 heure plus tard, la police était à ma porte. Et mon spectacle a commencé.
Pendant que je jouais la comédie de ma vie à l'étage, Antoine se réveillait doucement au sous-sol. L'anesthésiant s'est dissipé lentement, le laissant dans un brouillard confus. Il a ouvert les yeux sur une pièce qu'il ne reconnaissait pas. Des murs beiges, un lit simple, une petite table. Il a d'abord cru à une chambre d'hôpital. Puis il a vu la porte. Une épaisse porte en acier, sans poignée. La confusion a laissé place à l'inquiétude, puis à une panique glaciale. Il s'est levé d'un bond, ses jambes flageolantes. Il s'est rué sur la porte, la martelant de ses poings. « Allô ? Ouvrez ! C'est quoi cette blague ? Luc ? C'est toi ? » Sa seule réponse fut le cliquetis d'un haut-parleur. Puis le grand écran mural s'est allumé, révélant une image familière, notre chambre à coucher. Il a vu les policiers, il m'a vu, effondré, en larmes. Il a vu la scène du mannequin. Et il a entendu ma voix, non pas celle, brisée, de la femme à l'écran, mais ma vraie voix, calme, posée, résonnant dans sa cellule. « Tu aimes le spectacle, Antoine ? C'est le premier acte de ta nouvelle vie. La vie d'un homme mort. » L'horreur a déformé ses traits. Il a reculé, heurtant le mur, le souffle coupé. Il a compris. Ce n'était pas le plan de Luc. C'était le mien. Il n'était pas le maître du jeu. Il n'était que le pion. Alors que cette prise de conscience le frappait de plein fouet, la sonnette a retenti de nouveau à l'étage. Il a vu la scène sur l'écran, comme s'il regardait un film d'horreur dont il était le héros malheureux. La porte d'entrée s'est ouverte. Luc Fontaine est apparu, le visage sombre, l'air accablé par le chagrin. Il s'est avancé vers la femme à l'écran, vers moi, et l'a prise dans ses bras. « Élodie, mon Dieu, Élodie. Je suis là. » Le cri qu'a poussé Antoine à ce moment-là était inhumain. Un mélange de rage, de trahison et de désespoir absolu. Mais dans sa prison insonorisée, personne ne pouvait l'entendre. Personne, sauf moi. Et ce son était la plus douce des musiques à mes oreilles. Luc était un acteur exceptionnel. Il me tenait à bout de bras, me regardant avec une fausse sollicitude. « As-tu besoin de quelque chose ? Un verre d'eau ? Un médecin ? Dis-moi ce que je peux faire. » N'importe quoi. Chaque mot était un mensonge, et je le lui renvoyais avec la même hypocrisie. « Merci, Luc, ai-je sangloté, m'appuyant sur son épaule. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es tout ce qui me reste. » Au sous-sol, j'imaginais Antoine devenir fou, voyant son amant et sa femme jouer cette parodie de soutien. Le plus difficile a été d'appeler Chloé. J'ai attendu que Luc soit là, pour que le spectacle soit complet. Je me suis isolée dans le bureau, laissant la porte entr'ouverte pour qu'il puisse entendre. La conversation a été la chose la plus atroce que j'ai jamais eu à faire. Annoncer à ma propre fille que son père était mort. Ses cris, sa confusion, son chagrin pur et innocent à travers le téléphone m'ont presque fait flancher. Pendant un instant, le masque de la vengeresse s'est fissuré, et la mer a refait surface. J'ai dû puiser au plus profond de moi pour ne pas tout arrêter. J'ai regardé le petit cadre photo sur mon bureau, une photo de nous trois, heureux, prise des années auparavant. Et j'ai pensé à la vieille vache. La haine m'a redonné la force de continuer. Quand j'ai raccroché, tremblante, Luc était là, un verre de cognac à la main. « Bois ça. Ça te fera du bien. » J'ai bu, le liquide brûlant ma gorge. Sur l'écran de surveillance de mon téléphone, que je consultais discrètement, je voyais Antoine, prostré dans un coin de sa cellule, la tête entre les mains. Les jours qui ont suivi ont été un défilé incessant. La maison ne désemplissait pas. Les amis, la famille, les associés venaient présenter leurs condoléances, apportant des fleurs qui commençaient à empester la maison d'une odeur douceâtre de mort. Je jouais mon rôle à la perfection, acceptant les étreintes, versant des larmes sur commande, racontant encore et encore le choc de la nouvelle. Et tout ce temps, Antoine regardait. Il voyait sa propre vie se dérouler sans lui. Il voyait les gens pleurer sa mort, raconter des anecdotes sur lui, se souvenir de l'homme bien qu'il était. C'était une torture psychologique d'une cruauté raffinée. Mais Luc, lui, n'était pas qu'un simple spectateur. Il était trop intelligent pour accepter l'histoire officielle sans poser de questions.
Le troisième jour, alors que les derniers visiteurs étaient partis, il m'a abordé dans le salon. L'air compatissant avait disparu, remplacé par une lueur de calcul. Élodie, il faut qu'on parle sérieusement. Cette histoire de mannequin, ça n'a aucun sens. La police est dans le flou total. Il pense à un enlèvement qui aurait mal tourné. Il s'est approché, sa voix baissant d'un ton. Je m'inquiète pour toi, pour Chloé. Cette maison n'est plus sûre. Tant qu'on ne saura pas qui a fait ça et pourquoi, vous êtes en danger. J'ai pris l'initiative d'engager une société de sécurité privée. Des professionnels, des anciens militaires. Ils vont faire un audit complet de la propriété. Caméras, alarmes, points d'accès. Ils vont tout vérifier, du grenier à la cave. Pour s'assurer qu'il n'y a aucune faille. Ils peuvent commencer dès demain. Mon cœur a manqué un battement. Du grenier à la cave. Il ne bluffait pas. C'était un test. Il voulait voir ma réaction. Il voulait mettre un pied à l'intérieur de ma forteresse, pour y chercher des réponses. La panique, froide et visqueuse, a commencé à m'envahir. J'ai dû lutter pour garder un visage neutre. J'ai posé ma main sur son bras, le regard embué de larmes de gratitude. Oh, Luc. C'est si attentionné de ta part. Je ne sais pas comment te remercier. Bien sûr, qu'il vienne demain. Une fois qu'il est parti, je me suis précipitée dans la salle de bain à l'étage. J'ai ouvert le robinet d'eau froide à fond et je me suis aspergé le visage. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mon visage était pâle, mes yeux injectés de sang. Pour la première fois depuis le début, j'ai eu peur. Peur d'être découverte. Peur d'avoir sous-estimé mon adversaire. Le plan si parfait avait une faille, et Luc était en train de mettre le doigt dessus. Il fallait que je change de stratégie. Le temps de la patience était révolu. Il fallait que je frappe, et que je frappe fort, avant que ces agents de sécurité ne découvrent la porte secrète de ma cave à vin. Le jeu venait de devenir beaucoup plus dangereux. La nuit a été courte. L'imminence de la visite des hommes de Luc a agi comme un puissant stimulant. Je ne pouvais plus me contenter de laisser la situation pourrir lentement. Je devais reprendre l'initiative, créer une diversion si massive qu'il en oublierait complètement ses soupçons sur ma maison. Ma cible, Gérard Fauré, le comptable. Le maillon faible. Le lendemain matin, à 9 heures précises, alors que Luc était probablement en train de briefer son équipe de sécurité, une femme élégante d'une cinquantaine d'années, vêtue d'un tailleur strict, est entrée dans le petit cabinet comptable de Fauré. C'était Hélène, une actrice de théâtre à la retraite que Julien avait trouvée, une femme capable de projeter une autorité glaciale. Elle était accompagnée de 2 hommes aux épaules larges qui se sont postés de chaque côté de la porte, bloquant toute sortie. J'ai suivi la scène en direct depuis mon bureau, grâce au système audio que mon hacker avait installé la veille. J'ai également activé la retransmission sur l'écran d'Antoine. Il fallait qu'il voie chaque étape de la destruction de son monde. Monsieur Gérard Fauré, a demandé Hélène, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Fauré, un petit homme transpirant dans un costume trop grand, a levé des yeux inquiets de ses papiers. Oui, c'est moi. Vous êtes ? Inspectrice divisionnaire Lambert, de la brigade de répression de la délinquance fiscale. Nous avons un mandat de perquisition. Elle a posé sur son bureau un dossier épais, rempli de documents factices mais à l'apparence officielle. Le visage de Fauré a perdu toute couleur. Il a commencé à bafouiller. Mais, je ne comprends pas, il doit y avoir une erreur. Les erreurs, monsieur Fauré, a dit Hélène en s'asseyant en face de lui, c'est votre spécialité, n'est-ce pas? Nous enquêtons depuis 6 mois sur un réseau d'évasion fiscale lié à des sociétés écrans aux îles Caïmans et au Panama. Le nom de votre principal client, monsieur Luc Fontaine, revient dans chaque dossier. Et le vôtre, en tant que complice actif, également. Elle a ouvert le dossier, révélant de faux relevés bancaires, des schémas de flux financiers complexes. Tout avait l'air authentique. Nous avons assez d'éléments pour vous envoyer en prison pour les 20 prochaines années. Fraude fiscale aggravée, blanchiment d'argent en bande organisée, association de malfaiteurs. La liste est longue. Au sous-sol, Antoine était debout, les mains crispées sur la table. Il hurlait à l'écran. C'est faux.
C'est une mise en scène. Ne dis rien, abruti. Mais Forêt ne pouvait pas l'entendre. Il ne voyait que sa vie s'écrouler. J'ai activé l'interphone. Tu vois, Antoine? La peur est une arme bien plus efficace que la violence. Cet homme va tout donner pour sauver sa peau. Il va trahir Luc comme il t'a trahi toi. C'est la nature humaine. Hélène a joué sa carte maîtresse. Cependant, a-t-elle dit en se penchant vers lui. Le procureur est prêt à faire preuve de clémence si vous décidez de coopérer pleinement. Nous ne voulons pas de vous, monsieur Forêt. Vous n'êtes qu'un petit poisson. C'est le requin qui nous intéresse. Donnez-nous Luc Fontaine sur un plateau d'argent. Donnez-nous les vrais numéros de compte, les mots de passe, les preuves, et nous pourrions envisager de vous placer dans un programme de protection des témoins. C'était une offre qu'il ne pouvait pas refuser. L'instinct de survie a pris le dessus sur toute loyauté. En moins d'une heure, Forêt a vidé son sac. Il a imprimé les vrais relevés, a écrit les mots de passe sur une feuille, a détaillé chaque opération frauduleuse qu'il avait effectuée pour Luc depuis 2 ans. Il a même signé une déposition complète, pensant signer son salut. Il venait de signer la condamnation de Luc. À peine Hélène et ses « gorilles » étaient-ils partis que Forêt, au bord de la crise de nerfs, a attrapé son téléphone. Il a appelé Luc. J'ai augmenté le volume dans la cellule d'Antoine. Luc. C'est une catastrophe. Le fisc est venu. Ils savent tout. Tout. Les comptes, les transferts, les sociétés. On est foutu, Luc. Foutu. La voix de Luc à l'autre bout du fil était tendue, mais il essayait de garder son calme. Tais-toi, idiot. Ne parle pas au téléphone. N'appelle personne. Ne bouge pas, j'arrive. Il a raccroché. Antoine a regardé l'écran, un espoir fou dans les yeux. Il va venir me sortir de là, a-t-il dit à voix haute. On va devoir s'enfuir ensemble. Il n'a pas le choix. J'ai souri tristement. Pauvre Antoine. Tu n'as vraiment rien compris. Nous avons regardé ensemble Luc, dans son bureau luxueux, faire les 100 pas comme un fauve en cage. Il a regardé son téléphone. Il a hésité. Puis il a composé un numéro. Mais ce n'était pas celui d'un homme de main pour organiser une exfiltration. C'était celui d'un faussaire. Il parlait vite, à voix basse. J'ai besoin d'un passeport. Canadien. Pour demain. Le prix n'est pas un problème. Il se préparait à fuir. Seul. Laissant derrière lui ses complices, son amant, et le chaos qu'il avait contribué à créer. La trahison, Antoine la connaissait pour l'avoir pratiquée. Mais la vivre, en être la victime, était une expérience entièrement nouvelle pour lui. Voir Luc, l'homme pour qui il avait tout sacrifié, organiser sa propre survie sans un regard pour lui, a été le coup qui a brisé ce qui lui restait d'esprit. Il s'est laissé glisser le long du mur, le visage défait. Le son qui est sorti de sa gorge était un gémissement plaintif, celui d'un animal blessé. Il me laisse. Il m'abandonne. Bien sûr qu'il t'abandonne, ai-je dit calmement à travers l'interphone. Tu étais son ticket d'entrée pour mon empire, rien de plus. Maintenant que le navire coule, les rats quittent le navire. C'est la première règle. Mais je n'allais pas laisser le rat s'échapper aussi facilement. Alors que Luc était au téléphone avec son faussaire, j'ai mis en œuvre la phase finale de mon attaque. Grâce à la confession de Forêt, je possédais désormais les codes d'accès au compte secret de Luc. Mon hacker, un jeune prodige que je payais une fortune, s'est mis au travail. En quelques minutes, il a pris le contrôle de l'argent. Luc, dans sa panique, a voulu sécuriser ses gains. Il a tenté d'effectuer un virement de 5 millions d'euros vers un compte non tracé en Suisse. C'était l'erreur que j'attendais. Au lieu d'aller en Suisse, l'argent a été instantanément redirigé par mon hacker vers un compte séquestre contrôlé par le Trésor public français, via un portail anonyme que nous avions mis en place. Simultanément, une alerte pour « tentative de fuite de capitaux et blanchiment aggravé » a été envoyée, avec toutes les preuves à l'appui, directement au bureau du procureur financier de Lyon. La réaction a été immédiate. Moins d'une heure plus tard, Antoine et moi avons assisté, en spectateurs privilégiés, à la chute de la maison Fontaine.
Ce ne sont pas des acteurs qui ont défoncé la porte de son bureau d'un coup de bélier, mais le GIGN. Des hommes en noir, cagoulés, armés jusqu'aux dents. Ils l'ont jeté au sol au milieu des éclats de verre. Luc Fontaine, vous êtes en état d'arrestation pour fraude fiscale, escroquerie, abus de biens sociaux et blanchiment d'argent en bande organisée. Il hurlait, se débattait comme un diable. C'est Élodie Dubois. C'est un coup monté. Mais sa voix était couverte par le bruit des bottes et le cliquetis des menottes. Alors qu'il le traînait hors de l'immeuble, une meute de journalistes, prévenus par un « tuyau anonyme », l'attendait. Les flashs crépitaient, immortalisant son humiliation. Et au milieu de la foule, la caméra d'une chaîne d'information a fait un gros plan sur un homme qui prenait des photos avec un sourire satisfait. Mon frère, Julien. Le dernier fil qui retenait Antoine à la réalité s'est rompu. Il a compris la magnitude du complot, la perfection de l'exécution. Il a compris qu'il n'avait jamais eu la moindre chance. Il est resté là, au milieu de sa cellule, le regard vide, oscillant doucement d'avant en arrière. Le coup de grâce, ce fut Chloé. Elle est rentrée de l'école plus tôt, secouée, après avoir vu les images en direct sur les réseaux sociaux. Elle s'est jetée dans mes bras, tremblante. Maman. Qu'est-ce qui se passe? D'abord papa disparaît, et maintenant ils arrêtent oncle Luc comme un criminel. Notre vie, elle s'écroule. Je l'ai serré contre moi, sentant son petit corps frêle contre le mien. J'ai caressé ses cheveux et j'ai murmuré des mots apaisants. Chut, mon ange. Tout va bien se passer. Parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Mais je suis là. Je te protégerai. Je m'occuperai de tous les méchants. Au sous-sol, Antoine a entendu. Il a entendu sa fille pleurer pour un monde qui n'existait plus. Il a entendu la femme qu'il avait trahi le remplacer, prendre sa place de protecteur. Il s'est enroulé sur lui-même en position fétale sur le sol froid de sa cellule, et pour la première fois, il a commencé à pleurer. Pas des larmes de rage ou de peur. Mais des larmes de deuil. Le deuil de sa vie perdue. Le deuil de l'homme qu'il avait été. La prison de béton n'était rien comparé à la prison de regret qu'il venait de commencer à construire autour de son âme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'affaire Luc Fontaine a secoué le monde des affaires lyonnais pendant des semaines. Les journaux l'ont surnommé « l'escroc aux deux visages ». Personne n'a jamais soupçonné que cette chute spectaculaire était liée à la disparition d'un mari supposément éploré. J'ai joué mon rôle à la perfection, me montrant publiquement choqué, trahi, par mon associé. En privé, je savourais chaque article, chaque détail de sa déchéance. Quand le calme est revenu, j'ai su qu'il était temps de conclure le chapitre Antoine. Je suis descendu au sous-sol. Ce n'était plus un homme arrogant que j'ai trouvé, mais une épave. Il avait perdu du poids, ses cheveux étaient ternes, son regard fuyant. Il était assis sur le bord de son lit, fixant un mur invisible. Je me suis assise sur la chaise que j'avais apportée, laissant un espace de sécurité entre nous. Le silence s'est étiré. Finalement, il a parlé, sa voix n'étant qu'un murmure cassé. Pourquoi? La question était si simple, et la réponse si complexe. Pourquoi, ai-je répété? Parce qu'un simple divorce aurait été un cadeau. Tu serais parti avec la moitié de mon travail, de mes sacrifices, de ma vie. Tu aurais refait ta vie avec cet argent, en te moquant de moi avec ton amant. Tu voulais une sortie facile. Je ne pouvais pas te l'accorder. Il a secoué la tête. Ce n'était pas que l'argent, Élodie. A-t-il tenté? C'était toi. Ton succès. J'ai tout fait. J'avais l'impression d'être transparent, d'être juste, le mari de Luc, il me voyait. Il me faisait sentir puissant. J'ai éclaté d'un rire froid, dénué de toute joie. Puissant? Tu veux que je te dise ce que Luc disait de toi quand tu n'étais pas là? Je l'ai sur enregistrement. Il t'appelait « mon caniche, mon joli toutou ». Tu n'étais pas son partenaire, Antoine. Tu étais son animal de compagnie. Son ticket d'entrée dans ma fortune.
La seule raison pour laquelle il te voyait, c'était pour mieux me voler. J'ai vu la vérité le frapper comme un coup de poing en pleine figure. La dernière illusion à laquelle il se raccrochait venait de voler en éclats. Il n'était même pas le complice d'un grand méchant. Il n'était que le jouet d'un autre manipulateur. Maintenant, écoute-moi bien, ai-je continué, me levant pour le dominer de toute ma hauteur. Ta comédie est terminée. Et tu as un choix à faire. C'est le dernier acte de libre arbitre que tu auras dans ta vie. Je lui ai exposé les deux options, froidement, méthodiquement. Rester enfermé ici pour le restant de ses jours, nourri, logé, mais mort au monde. Ou accepter une nouvelle identité, une nouvelle vie de misère et d'anonymat dans un village oublié de tous, avec l'interdiction formelle de jamais, au grand jamais, tenter de revoir Chloé. Une lueur de défi a brillé dans ses yeux fatigués. Et si je refuse tes options? Si un jour je sors d'ici et que je dis la vérité? Je me suis penché vers lui, mon visage à quelques centimètres du sien. Si tu fais ça, ai-je chuchoté, ma voix sifflante, alors je sortirai les enregistrements, les preuves de ta fausse mort, de ton plan initial pour me frauder. Tu passeras du statut de victime à celui de cerveau de l'opération. L'héritage de Chloé, qui est actuellement protégé, sera saisi par l'État. Son nom de famille deviendra synonyme de honte et de crime. Les journaux se déchaîneront. Elle ne s'en remettra jamais. Tu la détruiras bien plus sûrement que n'importe quel accident de voiture. Alors vas-y, Antoine. Tente ta chance. Vois si j'hésiterai à sacrifier ta réputation pour sauver son avenir. Il a soutenu mon regard pendant une longue seconde. Il y a cherché une trace de bluff, une faille. Il n'en a trouvé aucune. Il a vu la même détermination d'acier qui m'avait permis de construire un empire à partir de rien. Il a compris qu'il avait perdu. Pas seulement sa fortune, pas seulement sa liberté. Il avait perdu la guerre de l'âme. Il a fermé les yeux, et 2 larmes épaisses ont roulé sur ses joues sales. Il a hoché la tête, une capitulation totale. L'exil, a-t-il soufflé. Je choisis l'exil. C'était fini. Il avait prononcé sa propre sentence. J'ai tourné les talons et je suis parti sans un regard en arrière, refermant la lourde porte en acier sur l'homme qu'il avait été. L'homme qui, à partir de ce jour, ne serait plus qu'un fantôme. L'organisation de l'exil d'Antoine s'est faite avec une efficacité clinique. Julien s'est occupé de tout. Une nuit sans lune, il l'a sorti de la cave, lui a donné des vêtements simples et l'a fait monter à l'arrière d'une voiture banale. Le trajet de Lyon à un petit village de la Creuse a duré 6 heures. 6 heures de silence total. Julien m'a dit plus tard qu'Antoine n'avait pas prononcé un mot, se contentant de regarder le paysage défiler, comme un condamné regardant le monde pour la dernière fois. Arrivé à destination, dans ce village où les maisons en pierre semblaient endormies depuis des siècles, Julien lui a remis une enveloppe. Elle contenait une carte d'identité au nom de Daniel Martin, 1 000 € en liquide, et la clé d'un 2 pièces miteux au-dessus de la boulangerie. Tu commences à travailler lundi, à la coopérative agricole du coin. Ton loyer est payé pour 3 mois. Après, tu te débrouilles. Antoine a pris l'enveloppe sans le regarder. Sa dernière question, murmurée, fut pour sa fille. Dis-moi juste, est-ce qu'elle va bien? Elle va très bien, a répondu froidement Julien. Elle a une mère qui l'aime et qui la protège. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Puis il est remonté en voiture, laissant Daniel Martin seul sur le trottoir, face à sa nouvelle vie, qui n'était en fait qu'une autre forme de prison. Pour moi, une nouvelle ère commençait. Débarrassé de l'influence toxique de Luc et de la présence passive-agressive d'Antoine, j'ai ressenti une libération d'énergie incroyable. Je me suis plongé dans le travail comme jamais auparavant. J'ai restructuré l'entreprise, j'ai lancé de nouvelles gammes de produits qui ont connu un succès fulgurant. Dubois Cosmétiques est devenu un leader sur le marché européen. J'étais au sommet. Invité sur les plateaux de télévision, cité en exemple dans les magazines économiques, j'étais devenue une icône de la réussite au féminin. Mais mon vrai travail, ma vraie priorité, c'était Chloé. J'ai consacré chaque minute de mon temps libre à reconstruire son monde, à panser ses blessures. Nous avons fait le voyage en Italie dont elle rêvait. Je l'ai aidée pour ses devoirs tous les soirs.
Je n'ai raté aucune de ses compétitions de natation, criant son nom depuis les gradins jusqu'à en perdre la voix. Je voulais être à la fois une mère et un père pour elle. Je voulais combler le vide que j'avais moi-même créé. Elle a grandi, devenant une jeune femme intelligente, sensible et équilibrée. Le souvenir de son père s'est estompé pour devenir une icône douce et lointaine. Parfois, elle me posait des questions. Papa et toi, vous vous aimiez vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Et je devais mentir. Oui, ma chérie. Plus que tout au monde. Chaque mensonge était une petite entaille dans mon âme, le prix à payer pour sa tranquillité d'esprit. Les années ont filé. Mon empire s'est étendu. Ma fortune a grandi. Mais ma vie personnelle était un désert. Je n'ai eu aucune relation. Comment faire confiance à un homme après ce que j'avais vécu? Comment laisser quelqu'un s'approcher suffisamment pour voir les fissures derrière la façade de la femme d'affaires invincible? Ma forteresse était devenue ma prison. Un soir, alors que Chloé avait 17 ans et s'apprêtait à partir pour ses études, nous étions assises sur la terrasse. Elle regardait les lumières de la ville, les mêmes lumières que je contemplais souvent dans ma solitude. Elle a posé sa tête sur mon épaule. « Maman », a-t-elle dit après un long silence. « Tu ne te sens jamais seule, dans cette grande maison ?» Sa question, si simple et si perspicace, m'a touchée en plein cœur. J'ai lutté pour que ma voix reste stable. Comment pourrais-je être seule alors que je t'ai, toi? Elle a souri, mais je savais qu'elle n'était pas dupe. Elle voyait la solitude dans mes yeux. J'avais tout gagné, la guerre, la sécurité, le pouvoir. Mais dans le processus, j'avais perdu la capacité de me connecter, de ressentir autre chose que la vigilance et le contrôle. J'étais la reine incontestée d'un royaume où je régnais seule. La vie a continué son cours, rythmé par les succès de Chloé et l'expansion de mon entreprise. J'avais fini par accepter cette paix solitaire, la considérant comme le prix de la sécurité. J'avais enterré Antoine si profondément dans ma mémoire que je pensais ne plus jamais avoir à faire face à son fantôme. J'avais tort. Le jour de la remise des diplômes de Chloé, le passé a frappé à ma porte sous la forme d'une simple enveloppe en papier craft. La cérémonie de remise des diplômes de Chloé a eu lieu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. En la voyant traverser la scène pour recevoir son diplôme de commerce, vêtue de sa toge, son visage rayonnant d'intelligence et de joie, j'ai senti une vague d'émotion si puissante qu'elle m'a presque submergée. Chaque sacrifice, chaque décision cruelle, chaque mensonge, tout cela avait mené à ce moment précis. Ma fille, brillante, forte, indépendante, prête à conquérir le monde. Elle était ma véritable victoire, mon plus bel héritage. Les applaudissements de la foule résonnaient autour de moi, mais je n'entendais que les battements de mon propre cœur, emplis d'une fierté féroce. De retour à Lyon ce soir-là, en triant le courrier, je suis tombée sur elle. Une enveloppe en papier craft, sans adresse d'expéditeur, avec juste mon nom et mon adresse écrits d'une écriture que je n'avais pas vue depuis des années, mais que j'ai reconnue instantanément. Une écriture soignée, presque calligraphiée. L'écriture d'Antoine. Mes mains se sont mises à trembler. Pendant un instant, j'ai envisagé de la jeter au feu sans l'ouvrir. Mais la curiosité, ou peut-être un besoin inconscient de clore définitivement ce chapitre, a été plus forte. Je me suis servi un verre de vin, et je me suis installée dans mon bureau, celui-là même où j'avais écouté les enregistrements de sa trahison. À l'intérieur de l'enveloppe, il n'y avait pas de lettre de menace, pas de demande d'argent, pas de supplique. Juste 2 objets. Le premier était une rose rouge, parfaitement séchée, ses pétales sombres et fragiles pressés entre 2 feuilles de papier buvard. C'était une rose de Lyon, la variété que j'avais plantée le long de l'allée principale de notre maison quand nous avions emménagé. Celle dont il disait qu'elle lui rappelait la couleur de ma robe lors de notre premier rendez-vous. C'était un souvenir, un éclat d'un passé qui semblait appartenir à une autre vie. Le deuxième objet était une photo. Une photo de Chloé, prise le jour même, pendant la cérémonie. Elle était de profil, riant, en train de parler à une de ses amies. La photo était prise de très loin, floue sur les bords, clairement prise par quelqu'un qui se cachait dans la foule, n'osant pas s'approcher. Mais la lumière dans les yeux de ma fille était capturée avec une perfection poignante. Il était là. Il avait bravé tous les risques, non pas pour moi, mais pour elle. Pour voir, de ses propres yeux,
la femme merveilleuse qu'elle était devenue. J'ai fixé ces deux objets pendant un temps qui m'a paru une éternité. La haine que j'avais nourrie pendant des années s'était dissipée, laissant place à quelque chose de bien plus complexe. Ce n'était pas du pardon. C'était une sorte de reconnaissance. La reconnaissance qu'avant d'être un traître, il avait été un homme que j'avais aimé. La reconnaissance que, malgré tout, son amour pour sa fille était réel. J'ai compris le message silencieux. La rose pour le passé, pour ce qui avait été. La photo pour le présent, pour ce qu'il avait perdu et ce que j'avais protégé. C'était sa façon de dire merci. Et sa façon de dire adieu, définitivement. J'ai rangé la rose dans un vieux livre, et j'ai posé la photo sur ma table de chevet. Ma guerre était terminée. J'avais gagné. J'avais sauvé mon empire, j'avais assuré l'avenir de ma fille. Mais en regardant mon reflet dans la vitre sombre, je me suis posé la question qui me hanterait probablement pour le reste de ma vie. En me battant contre les monstres, n'étais-je pas devenu moi-même un monstre? La trahison nous change. Elle peut nous briser, ou elle peut nous transformer en acier. J'ai choisi l'acier. Mais l'acier est froid, et il est solitaire. Ma question pour vous, qui avez eu la patience de m'écouter jusqu'au bout, est la suivante. Existe-t-il une autre voie? Peut-on survivre à une telle blessure sans y perdre une partie de son âme? Si mon histoire a résonné en vous, si vous avez vous-même été confronté à la douleur de la trahison, partagez votre expérience dans les commentaires. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos combats est parfois le plus grand des réconforts. Merci de m'avoir accordé votre temps. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez été touché, et de vous abonner pour d'autres histoires de la vie, avec toute leur complexité.